Ce soir, notre conférencier, professeur des universités, est un des grands spécialistes des paysages viticoles et du vin. Comme en témoignent ses nombreux travaux de recherche qui ont commencé dès sa maîtrise. Alors, par un mémoire de géographie physique, il n'était pas tout à fait sur la bonne ligne, si je puis dire, intitulé « Les paysages », mais vous allez voir pourquoi après ils vont tomber dans le vin, des hautes côtes de Beaune, structure, perception, évolution. Mais pour avoir fréquenté les vins bourguignons, il a poursuivi ses travaux de recherche par un DEA effectué sur la direction de notre président Jean-Robert Pitt, avec pour titre « La renaissance du vignoble des Hautes-Côtes de Beaune et de Nuits depuis 1961 ». Ce diplôme a été obtenu en 1996. Alors évidemment, il va poursuivre, étant tombé dans le vin, il ne peut pas le quitter. Il va ensuite faire une thèse, puis une HDR, c'est-à-dire une habilitation à diriger des recherches pour pouvoir être professeur à l'université, sur les territoires du vin dans la mondialisation, analyse multivariée, multiscalaire et représentation cartographique. Toujours comme garant notre président et présente Françoise Ardillet-Carras à son jury. Tous ces diplômes ont été obtenus avec une mention optimale. Donc aujourd'hui, ces thèmes de recherche présentent deux axes, à savoir, vous avez compris, la vigne et le vin, sous l'angle de paysage, des dynamiques spatiales, des terroirs, de la renaissance de vignobles, de la mondialisation du vin, des indicateurs de la valorisation du vin et des caves coopératives et des négociants. Mais d'autre part, il s'intéresse également à des transitions de l'agriculture dans les années 1950 jusqu'à nos jours. En tant que co-directeur d'un programme de recherche Transagri de l'université qu'il partage avec Monique Poulot de l'université Paris-Nanterre, et une publication sera faite en 2024, si je ne m'abuse. Donc vous voyez qu'il est passionné et quand on regarde sa bibliographie, eh bien, vous verrez quand même que tout tourne autour du vin. Vignes et vignerons en France, Atlas de la vigne et du vin, les espaces ruraux français, ça on rejoint un petit peu son deuxième axe de recherche. Vin, vignes et vignerons, quelle transition! Tout cela, vous voyez, le conduit à avoir travaillé lors des rencontres internationales de l'Union géographique internationale sur un article intitulé « La géographie de la vigne et du vin, point de convergence et de démarcation » qui fait le point sur la recherche géographique française sur la vigne et le vin. Vous comprendrez qu'il est sollicité tous azimuts, si je puis dire. Il intervient dans des colloques, des séminaires, des rencontres, comme à Clos-Vougeot, par exemple. Vous comprendrez qu'à l'énoncé de tout cela, vous aurez compris sa passion de François Le Gouy pour la vigne et le vin. Je vais donc lui céder la parole pour qu'il nous traite des cépages dits internationaux et de la France viticole. Mais auparavant, je voudrais vous dire également que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui les propriétaires exploitants, monsieur et madame Benoît Daridan, dont vous avez le kakémono ici exposé, et qui nous diront à la fin de la conférence quelques mots sur leur exploitation et leur vin avant que nous allions les déguster. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. C'est comme ça que je commence tous mes cours, même s'il n'y a que quelques étudiants seulement. Mais nous autres universitaires, nous faisons dans la qualité toujours et jamais dans la quantité. Donc soyez vraiment les bienvenus. Alors, vous avez bien fait de venir parce qu'il est écrit dans un grand livre que le vin réjouit le cœur de l'homme. Et chez nous, dans la famille, on disait aussi toujours après, parce que mon grand-père était bourguignon 100%, né à Beaune en 1882, et il n'attriste pas celui de la femme. Donc, nous sommes partis pour une bonne séance qui va clore, si j'ai bien compris, toute la série des conférences de la Société de géographie pour cette année. Voilà.
Donc, alors le titre, c'est pas tout à fait celui que j'avais annoncé, mais entre ce que l'on annonce et ce que l'on fait réellement, il y a toujours un petit décalage parce que la recherche, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et au fur et à mesure que les idées fusent, il faut savoir les canaliser, c'est jamais très évident. Là, j'ai essayé quand même, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter un sous-titre, des modèles intra- et internationaux. Voilà. Bien. Alors, j'avais oublié de dire que je suis aussi expert INAO pour le Val-de-Loire et puis pour la Bourgogne, bien sûr. Alors, en guise d'introduction, je commence par poser quelques questions toutes simples. Bon, il y a en fait toute une hiérarchie, une grande diversité dans les cépages, entre les cépages internationaux et les cépages plus ordinaires. Pourquoi parler de modèles? Je vais essayer de montrer qu'il y a bien des modèles et quelles sont les sources. Alors tout d'abord, comme pour toute conférence ou toute communication, lors d'un colloque, on définit les mots-clés, ça paraît le plus important. C'est quoi un cépage international? Et bien en fait, l'expression, c'est pas moi qui l'ai inventée, je n'ai pas inventé grand-chose, mais elle vient de France Agrimaire qui distingue 6 cépages internationaux. Et alors, on va tout de suite, pour commencer, retirer le mot international et on va rappeler ce qu'est le cépage. Alors, il y a plusieurs définitions. En réalité, je ne suis pas empélographe, donc il ne faudra pas trop me poser des questions sur les cépages, mais je suis géographe et vous verrez jusqu'à quel point. Donc, en empélographie, c'est une variété de vignes aux caractéristiques bien particulières. On regarde la forme, etc. Bien. Bon, ça, c'est ce qu'on trouve sur Internet. Je vous ai mis la référence. Et vinvignes.com, c'est vraiment bien. Il y a plein de définitions qui sont très intéressantes. Vous pouvez y aller sans peur. Après, en fait, au sens botanique du terme, et là, je vous invite à jeter un coup d'œil sur tout ce qu'a pu dire Jean-Michel Boursicot, qui est vraiment quelqu'un de formidable et qui a beaucoup travaillé sur la génétique des cépages. On le retrouve énormément sur Internet. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Vougeot, là, au mois d'octobre, et franchement, c'est un vrai régal. Donc, allez-y, regardez-le sur Internet. Il y a des tas de vidéos où il présente un condensé de tout son savoir, c'est formidable. Alors, ce sont des cultivars, c'est-à-dire des variétés de populations composées d'individus génétiquement différents, mais dont les caractéristiques sont proches. Ce n'est pas exactement la même chose que ce qui était écrit plus haut. Alors, il y a cépages et cépages. Donc, voilà la grande diversité des cépages. Il y a les cépages internationaux. Ces cépages, je le dis tout de suite parce que je n'aurai pas trop le temps de tout dire, hein, ils ont été largement diffusés suite à la crise du phylloxéra. Et vous allez voir que ces cépages dits internationaux, en fait, ils ont comme référence la France. Et c'est vrai que la France, c'est grâce à Planchon qui a trouvé la manière de guérir, de soigner les vignes au moment de la crise du phylloxéra. Il a dit qu'en gros, il fallait absolument greffer les vignes françaises sur des plants américains. Et au fond, c'est à ce moment-là que les cépages français se sont beaucoup propagés partout dans le monde. Bien. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette appellation de cépages internationaux. Et ils correspondent aussi à des cépages nobles, considérés comme nobles, et donc qui produisent des vins nobles, fins, de grande qualité. Voilà. Et puis à côté de ça, c'est versus, comme disent les économistes, des cépages bien plus ordinaires. Bon, alors on y reviendra un peu après. À côté de cela, il y a une expression qui sort de plus en plus, c'est ce que l'on appelle les cépages modestes, ou encore appelés les cépages rares. Alors, je ne vais pas trop en parler ce soir, alors qu'au départ, j'avais vraiment l'intention d'en dire plus que ça, mais vu tout ce que j'ai à vous dire, et si je ne veux pas être trop bavard, il faut que je me limite. Alors, des cépages qui, en gros, existaient peut-être plus abondamment que maintenant, et qui ont été largement délaissés. L'explication, là je le dis tout de suite, mais j'y reviendrai dans la conclusion, et puis à un moment donné dans le développement, c'est la création des AOC. Voilà. Et donc, actuellement, ils reviennent un petit peu, ils sont un petit peu tendance, et certains vignerons les mettent en avant. Voilà, c'est en quelque sorte pour trouver un effet de niche cher aux économistes, il faut savoir se distinguer par rapport aux autres. Tout est là. Hein. Et puis, à côté de cela, il y a aussi d'autres cépages qui sont des hybrides, qui se sont beaucoup développés dès la fin du 19e siècle, en relation, bien sûr, avec la crise du phylloxéra, et qui se sont aussi beaucoup développés après la guerre de 14-18.
énormément jusque dans les années 20, 30, 40, 50. Alors, avec la création des AOC, on les a un peu mis sous le boisseau, en quelque sorte. Et en réalité, ils sont en train de revenir en force, mais d'une manière un petit peu secondaire. Enfin, vous verrez, on y reviendra aussi, j'en dirai 2 mots. Et à l'intérieur de ces hybrides, il y a ce qu'on appelle les cépages prohibés. Alors, prohibés parce qu'en 1934, depuis 1905-1907, c'était la crise de surproduction. À chaque fois qu'il y a une action, il y a toujours une réaction. Donc, on avait manqué de vin avec le phylloxéra. Et puis après, on avait beaucoup replanté et beaucoup trop. Et donc, il fallait absolument mettre... D'abord, il y avait eu des manifestations partout en France. La troupe était venue dans le Languedoc, avait tiré. Bon, ça avait fait quand même un scandale. Et il fallait absolument calmer les foules et donc essayer qu'il n'y ait plus autant de surproduction. Et donc, en 1934, là, le ministère de l'Agriculture a posé est intervenu et a interdit 6 cépages hybrides. Et l'explication, c'est le noir en fout, c'est bien connu, donc il faut absolument arrêter d'en produire. Alors, la règle, si vous voulez, en fait, c'était qu'on n'avait plus le droit de les commercialiser, mais on pouvait encore en produire. Ça, vous savez, c'est tout à fait français. Hein, je vous dis ça, mais en réalité, je pense autre chose. Voilà. Bien. Toujours est-il que tous ces hybrides montrent, enfin tous ces cépages, hybrides ou pas, nous montrent la très grande variété des cépages, d'abord français et puis aussi dans le monde. Alors, j'ai parlé aussi de la question du modèle. Alors, le modèle, plusieurs définitions. Moi, j'ai la mienne. Vous verrez, les plus simples que celles que je vais vous présenter avant. C'est une schématisation, une structure simplifiée de la réalité qui présente la relation entre les principales composantes d'un phénomène particulier avec sa logique propre ou permet la formalisation d'une partie de la réalité concrète pour mieux la comprendre. Bon, bref, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Eh bien, regardez tout à fait... l'avant-dernière phrase, moi je dis « Le modèle a vocation à être recopié car il fonctionne. Dans le domaine de la vigne et du vin, tout le monde copie tout le monde quand ça marche, c'est-à-dire quand cela rapporte. » Autrement dit, le modèle présente une facette qui est très intéressante. Quand ça marche bien, quand c'est utile, quand c'est efficace, quand c'est efficient même, c'est-à-dire encore plus qu'efficace, eh bien, ça a tendance à se diffuser dans l'espace. Et à la fois avec des phénomènes de diffusion dans l'espace et dans le temps. Eh bien, c'est pour ça aussi qu'on peut parler de modèle. Quand quelque chose vraiment se diffuse avec grande intensité, on peut parler vraiment de modèle. Et c'est donc dans cet esprit-là que je parle de modèle avec un effet de diffusion qui est très important. Alors, les sources, on y arrive. Plusieurs sources. Vous avez d'abord les douanes françaises, c'est les douanes actuellement qui tiennent le casier viticole informatisé. Vous avez aussi, alors le problème, c'est que les douanes françaises n'arrivent pas à récupérer le casier viticole informatisé de la Champagne. Ah, c'est pas gentil, les champenois. Et donc, quand on veut avoir l'ensemble de la France, il faut d'abord taper à la porte des douanes et ensuite aller taper à la porte de l'interprofession de Champagne. Alors, ils en donnent un peu, mais pas tout. Bon, enfin, on arrive quand même à faire quelque chose, mais c'est pas toujours très évident, quoi. Voilà, il faut quémander, expliquer, argumenter, ce qu'on sait faire, mais c'est long, on perd du temps, quoi. Alors, à côté de cela, vous aviez déjà une première ébauche de ce cadastre qui n'est pas informatisé et qui était le cadastre viticole de la France de 1958. Tout à l'heure, je le présenterai dans la diapo juste après. Et puis, vous avez 2 économistes australiens qui se sont penchés sur tous les cépages dans le monde et ils ont produit à plusieurs reprises... on les trouve sur Internet, vous avez là la dernière édition, c'est gratuit, vous pouvez y aller. D'abord en 2010, si j'ai bonne mémoire, mais je peux me tromper, c'était en ces eaux-là, et puis après en 2020. Et donc on a les 2 années, 2016 et 2016. Et 2016. Alors c'est fort intéressant parce qu'ils ont des données que moi je n'ai pas réussi à trouver. Par contre, certaines de leurs données, ne sont pas tout à fait celles que j'ai pu récupérer par ailleurs. Alors bon, tant pis, on va faire comme s'ils avaient raison partout. Voilà. En tout cas, on les remercie bien. Et puis, comme le disait tout à l'heure Micheline, j'ai écrit, j'ai communiqué, voilà. Et puis, il y a quand même cet atlas que nous avons publié avec Sylvaine Boulanger, qui est paru en 2015. Et nous avons le projet, j'espère qu'on y arrivera, de faire une mise à jour qui sera beaucoup plus enrichie. Il y aura pas, là, il y avait déjà un peu d'histoire, mais on mettra beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus aussi de culturel dans un futur atlas qui ne sera pas seulement un atlas. Voilà.
Bien, alors, je vous ai parlé du cadastre viticole des années 50. Alors, ça a pris plusieurs années et au départ, il s'agissait, au fond, de répondre à un besoin de qualité. Il y avait, là encore aussi, le problème d'une crise viticole. Au fond, si on regarde bien, il y a plusieurs... la vigne et le vin, c'est cyclique. Toute la première moitié du XIXe siècle a été appelée par certains, par Roger Dion, mais pas seulement par lui, également aussi par Marcel Lachivert. Ça a été une période d'or pour le vin en France et aussi en Europe. Et puis, arrivé dans la seconde moitié du XIXe siècle, eh bien, les problèmes ont vraiment commencé. Et on a entamé une véritable période de crise viticole. Et en fait, les périodes de grande prospérité, il y en a eu, oui, c'est vrai, mais c'est plutôt la crise qui a dominé. Voilà. Alors là, ce cadastre était là pour répondre à ce besoin de crise viticole. Voilà. L'explication, regardez, trop d'excédents de mauvais vins, trop de producteurs, trop de haut rendement. Bon, il fallait absolument que l'État intervienne. Alors, pas seulement par la distillation. Actuellement, Bordeaux demande à être distillé à corps et à cri. Ben oui, mais Bordeaux, c'est devenu le premier département viticole de France depuis 2010. Ah, ils ont voulu dépasser le département de l'Hérault. Grave erreur. L'océan de Vigne, désormais, n'est plus dans l'Hérault, dans le Languedoc, mais il est en Gironde. Eh ben oui, il faut se méfier. Alors, alors il y a eu, d'abord, ils ont essayé de procéder par une simple déclaration chez les viticulteurs. Vous savez, les viticulteurs, quand ils voient apparaître, surtout dans ces années-là, quand ils voient apparaître une enquête, ils se disent « Oula, c'est quoi cette histoire ?» Et donc, après, quand on lit les commentaires qui sont parus très officiels, la plupart des renseignements... il fallait les prendre avec des pincettes parce que, de toute évidence, ils n'étaient pas toujours très justes. Alors bon, bref, du coup, on a fait intervenir des enquêteurs et eux sont allés voir directement dans les exploitations. Bon, alors je passe parce que le temps file à toute vitesse et nous en arrivons au casier viticole informatisé. Alors, là, j'ai vraiment écrit tout le détail de ce casier viticole informatisé. Il y a plusieurs modules, plusieurs logiciels et donc des informations qui sont très très riches. On sait tout, on retiendra qu'on sait tout à la parcelle près. Voilà. Et quand je dis tout, c'est quasiment tout. Et c'est donc très très riche, c'est très intéressant. Alors après, tout le monde ne peut pas pouvoir avoir accès à tout ça dans le détail. Hein. Il faut vraiment montrer patte blanche, dire que c'est pour la recherche, pour la bonne cause. Mais on arrive quand même à avoir des choses, je ne vous cache pas. Bon, après, le souci, c'est d'avoir le bon code INSEE de la commune. Et ça a posé problème. Donc voilà, les soucis, le grand intérêt, le souci, c'est bon, on peut supposer que tout est à peu près juste à l'échelle de la parcelle. Après, au niveau de l'agrégation à l'échelle des communes, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Tout simplement, il y a des communes en France, en fait, qui sont réparties dans plusieurs départements. Donc là, il faut faire attention. Ça peut être une source d'erreur. Et une autre source d'erreur, c'est que lorsque on a affaire à des exploitations qui ne commercialisent pas et qui sont tout à fait basés sur autre chose au niveau de la spécialité, là, des fois, je ne sais pas si tout est toujours déclaré. Quand c'est uniquement pour la consommation familiale, moi je connaissais un retraité du département de l'Aveyron, un ancien bougnat de la butte aux Cailles de Paris 13e. Bon, il est retourné chez lui. Il a planté de la vigne, c'était une des premières choses qu'il a faites. Et il n'a pas déclaré tout de suite, il a déclaré au bout de 20 ans. Bon, ok, juste avant de vendre sa vigne. Bien joué. Mais bon, c'était uniquement, ça, c'est vrai, c'était uniquement pour sa consommation perso, celle de ses amis, de ses enfants. Et j'ai dû même en boire une bonne bouteille. Voilà. Bien. Alors, problématique et plan, on y arrive, il est grand temps d'y arriver. Alors, peut-on vraiment parler de modèles de diffusion, à la fois français et internationaux, d'où dans mon sous-titre intra- et internationaux. Les cépages modestes ont-ils encore un avenir au regard du présent ? Là, je ne l'ai pas trop développé, je vous avouerai. Le rôle des acteurs, il est tout à fait important. Les sources, on l'a vu. Bon, je vais vous présenter ça en 3 parties. Tout d'abord, on va voir un petit peu ce qu'il en est sur l'importance des cépages internationaux. On verra ensuite, dans la deuxième partie,
leur distribution spatiale à l'intérieur de la France. Et la troisième partie, c'est dans le monde. Voilà. Et conclusion, les cépages internationaux et les autres d'ailleurs, bien sûr, face à des défis multiples, mais aussi des opportunités. Alors tout d'abord, première partie, c'est l'importance de l'encépagement et l'importance des cépages internationaux. Première constatation d'un modèle de diffusion. Alors, il est grand temps de donner leurs noms, les voilà. Donc Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay. J'ai mis les deux à la fin. Là, ce sont des cépages blancs. Les autres sont des cépages qui donnent des vins rouges. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, parler de diffusion suppose de démontrer qu'il y a une expansion et une augmentation dans le temps et dans l'espace. Alors, quand même, déjà, on donne une certaine réalité dès maintenant. En 2021, en France, c'est 42% de l'encépagement total. C'est énorme. En 1958, c'était seulement 3,5%. Donc déjà dans le temps, les choses sont claires et dans l'espace également. Après, dans l'espace, on va voir comment les choses se sont réparties. C'est ça qui est l'intérêt. Alors d'abord, les grands types de cépages. Tout à l'heure, j'ai parlé de la grande diversité des cépages. J'y reviens très rapidement ici. Je m'excuse, j'écris tout mon texte sur les diapositives. Je sais qu'il ne faut jamais faire ça, mais on ne me refera plus, c'est terminé. Alors, plusieurs types de cépages. D'abord, les cépages de table. C'est le raisin que vous mangez comme ça, que vous achetez au mois de septembre, octobre. Et parmi ces très bons raisins qu'on peut manger, vous avez le chasselas, vous avez aussi le muscat noir, vous avez le muscat d'Alexandrie. Bon, les autres raisins, sont très bons, mais moi, j'avoue que chasselas et muscat, j'aime beaucoup. Mais là-dessus, je crois que j'ai dans mon jardin quelques pieds de vigne et il doit y avoir du sauvignon, du chardonnay. Et à manger, c'est très bon aussi, je peux vous le dire. Alors après, les cépages destinés au séchage, c'est-à-dire pour des raisins secs. Bon voilà, muscat d'Alexandrie, Corinthe noir, sultanine, perlette, sans pépins, c'est encore mieux, ça crisse moins sous les dents. Les hybrides, alors tout à l'heure je vous l'ai dit, alors il faut faire la distinction entre les hybrides, les vrais hybrides, c'est-à-dire croisement interspécifique entre une vigne française et une vigne américaine. Là, c'est un vrai hybride. Et les croisements intraspécifiques, c'est entre deux vignes françaises ou vignes françaises et européennes. Bon voilà. Et donc là, on sait tout ça grâce à des recherches récentes sur l'ADN, c'est grâce à la génétique. Je vous renvoie à Jean-Michel Boursicot. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous parler d'un vieux cépage François, en vieux François dans le texte. C'est le Gouais blanc, à l'origine du Pinot Noir, du Chardonnay, donc une bonne mère, comme on pourrait dire, hein, et qui, croisé avec le Chenin, a donné le Meslier Saint-François, croisé avec du Savagnin, a donné de l'Aubin blanc, et croisé avec du Pinot, a donné de la Ligotée. Que des bons cépages, c'est moi qui vous le dis. Alors, à côté de cela, il y a les cépages prohibés. Voilà, je vous donne les noms, tous les noms, parce qu'on va les retrouver à un moment donné sur les cartes. Noah, Clinton, Othello, Isabelle, Jacquet, Herbemont. Bon, donc interdit en 1934 à commercialiser, mais pas interdit dans la production. J'ai regardé pour 2021, j'ai juste vu même pas 1 hectare pour Othello, une grande misère. Voilà. Les cépages de cuve, alors on distingue les cépages nobles, notamment les cépages internationaux, mais aussi bien d'autres, les cépages ordinaires, Aramon, Uni-Blanc, Teinturier, Durif, Montbanon, tout ça, il y en a de moins en moins. Les cépages de qualité moyenne, entre guillemets, ça, l'expression n'est pas de moi, je l'ai reproduit, mais c'est pas de moi, c'est Gamay, Carignan, Chasselas par exemple. Et les cépages modestes et rares, Espaninque, Genouillet, Poulsard, Tressaut. Alors moi, pourquoi modeste et rare? Parce qu'il y en a peu. 2021, j'ai déclaré que tous ceux qui étaient en dessous de 5 à 10 hectares étaient des cépages modestes. On en retrouve quand même pas mal en termes, je n'ai plus la quantité en tête, mais il y a quand même pas mal. Voilà. Bien. Alors, et puis il y a les cépages de chaudière qui servent à produire de l'armagnac et du cognac. Et puis je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler des cépages résistants qui sont de plus en plus en train de monter en puissance parce qu'il y a une pression sociétale qui est très importante, si je dois en parler dans la conclusion, et les gens ne veulent plus que les vignerons traitent leurs vignes. Comprenez, c'est très mauvais pour l'environnement, pour la santé, tout ce que vous voudrez, d'accord, mais sans cépages résistants, ça devient compliqué. Parfois, c'est bon, il y a certaines années, quand il fait bien chaud, bien sec, comme par exemple cette année, ça va, et encore, et puis il y a d'autres années, quand il fait chaud et humide, et bien là, si vous voulez, ça devient beaucoup plus compliqué.
Voilà. Donc moi, je ne porte pas de jugement de valeur, mais les cépages très résistants, de plus en plus, l'INAO et l'INRA se penchent sur la question. Voilà. Les cépages résistants, il me semble que j'en ai repéré quand même plusieurs centaines d'hectares en 2021. C'est assez impressionnant. Alors, les familles de cépages sont très importantes. On a repéré ça depuis longtemps et on voit bien qu'elles sont regroupées par grandes régions. Voilà. Alors, au départ, on a déterminé ces familles de cépages en fonction de la forme des pieds de vigne, les feuilles, les fruits, etc., les grappes, la couleur, etc. Et puis, on s'est rendu compte, Jean-Michel Boursicot nous l'a encore rappelé dernièrement, qu'en réalité, ces grandes familles sont liées aussi à la génétique et souvent à des croisements alors j'ai mis interspécifique, non, c'est plutôt des croisements intraspécifiques, pas forcément, oui, là c'est une erreur de ma part. Bon, voilà. Alors, les Noiriens, par exemple, eh bien, on retrouve pour les cépages internationaux Chardonnay, Pinot Noir, Carmenay, que vous retrouvez, les Carmenay que vous trouvez dans le sud-ouest, Merlot et Cabernet Sauvignon, les Serines dans la vallée du Rhône, donc la Syrah, et les Messiles. Et là, les Messiles, on les retrouve dans la région centre, Val-de-Loire, avec le Sauvignon blanc. Voilà. Et autrement dit, on va retrouver ces cépages dans les grands vignobles. Et bien sûr, chaque vignoble aura ses grandes caractéristiques. Voilà. Mais on va voir aussi qu'avec certains noms de cépages, il y a des influences étrangères qui sont assez nettes, avec des influences italiennes, espagnoles et germaniques, je dirais, aux marges, enfin dans les périphéries françaises. Donc, influence espagnole dans le sud-ouest, forcément, influence italienne dans le sud-est, mais également aussi, on retrouve l'uni blanc, tenez-vous bien, jusque dans la vallée de la Loire, hein, quand même. Et oui. Et puis, influence germanique avec, bien sûr, avec l'Alsace et puis une partie de la Lorraine. Voilà. Alors, cette carte-là, elle vous montre absolument comment se présente le vignoble français en 2021. Alors, cette carte-là, elle est tout à fait récente, donc je l'ai élaborée cet été. Alors, plusieurs choses. Pour moi, le vignoble français, c'est au fond 3 grands vignobles. Tout d'abord, par ordre de taille, c'est les vignobles méditerranéens. Hein, on a plus de 369 000 hectares. On le retrouve bien sûr dans les régions méditerranéennes et tout autour du bassin méditerranéen, en Corse sans oublier. Et puis ça remonte un petit peu quand même dans la vallée du Rhône. En réalité, les influences méditerranéennes, on les retrouve, tenez-vous bien, jusqu'à la latitude de Dijon et largement aussi dans la vallée de la Garonne. Mais là, on se heurte à d'autres vignobles, et notamment dans la vallée de la Garonne, aux vignobles atlantiques. Alors là, c'est vraiment un vignoble qui est basé sur des grandes vallées, sur les plateaux adjacents et avec les vallées affluentes, où ça a tendance vraiment à déborder. Et c'est un vignoble qui est très important et qui a été pendant très longtemps sous l'influence des Anglais et des Hollandais. C'est dans ce vignoble qu'on produit aussi des spiritueux, cognac, armagnac, s'il vous plaît. Et donc, il est relativement, il est fondamental. Voilà. Et puis, les vignobles intérieurs, du tiers nord-oriental, là, c'est un vignoble très spécial, basé sur les Noiriens, sur également aussi les cépages germaniques, mais pas seulement. Et il est en position d'abri par rapport au froid, par rapport aussi au grand vent d'ouest. Donc, notamment souvent, dès qu'il y a des vallées, des reliefs de cuesta, des fronts de cuesta, pour parler un peu en géographie, eh bien, on peut retrouver ces vignobles qui sont importants. Et souvent, ils ont une présentation linéaire. Hein, pour se mettre à l'abri justement du froid et des vents humides. Et alors lui, il est quand même moins important. Et puis, regardez bien, là, j'avais vu déjà dès 2010, ça commençait un peu à se voir. On voit apparaître une nouvelle géographie de la vigne et du vin dans le nord-ouest français. Et là, il y a vraiment un processus de renaissance qui est assez impressionnant.
Alors, si je dis bien un début de processus de renaissance, c'est pour l'instant 155 hectares dans ce grand nord-ouest. Ça fait 0,2% du vignoble français, c'est rien. Mais on en retrouve, regardez bien, en Normandie, en Bretagne, en Picardie, dans le nord Pas-de-Calais. Oui, c'est très, très, très impressionnant. Alors, pour l'instant, c'est très ponctuel. On pourrait dire des archipels perdus au milieu d'un océan où domine l'agriculture, de l'élevage et des céréales. Mais enfin, quand même, de plus en plus, vous avez même des terrils dans le nord qui sont conquis par la vigne. Bon, alors ça, c'est vraiment pour dire que la vigne est là, mais je n'ai pas goûté à ces vins. Je ne sais pas ce que ça peut donner. On va se contenter des vins de ce soir, hein. Voilà, bien. Alors, maintenant, je compare avec 1958. Ah, alors là, regardez bien, c'est une autre distribution spatiale et surtout beaucoup plus de vignobles par rapport à 2021. Il y a un changement de hiérarchie. En premier, justement, ce sont les vignobles atlantiques qui dominent. Donc, je ne vous les représente pas, mais ils sont beaucoup plus larges que tout à l'heure et ils sont vraiment très, très, très étendus. Et on voit bien qu'ils sont axés quand même sur la vallée de la Loire et sur la vallée de la Garonne. En deuxième, les vignobles méditerranéens qui repassent donc là en deuxième position, mais qui présentent quand même les densités les plus fortes par commune. Et avec des évolutions entre 2021 et 1958 qui sont une évolution qui est négative. Alors, toutes les évolutions sont négatives, mais pour le vignoble, pareil pour le vignoble du nord-est. Alors, là, on ne peut pas parler du vignoble du nord-ouest, mais pour le nord-est, oui, pas de souci. C'est quand même aussi bien moins important. C'est là qu'on retrouve d'ailleurs des communes où il y a très peu de vignes. Souvent, c'est entre 0 et 3 hectares, le plus souvent. Et cette carte est très intéressante à plus d'un titre, parce que regardez bien, on y voit là des limites pédoclimatiques. La frontière climatique du nord-ouest, on la voit très bien. Et il faut diviser cette frontière en deux parties. La frontière de cette frontière, c'est la vallée de la Seine. À l'ouest de la vallée de la Seine, on voit très bien qu'elle est située légèrement au nord de la vallée de la Loire. C'est tout le vert qui est là, qui est présent. Et avec la vallée de la Seine, là, on va jusque dans le nord de la région parisienne, on va jusqu'aussi dans toute une partie de la Champagne et de la Lorraine. Et ça, c'est fort intéressant. Et donc là, on a en fait deux limites climatiques. Une qui est vraiment située très au nord, elle est très au nord ou au nord-ouest, en gros, globalement, mais elle est plutôt au nord-est de la France. Et l'autre qui est située plus au sud, et elle est là plutôt au nord-ouest. Enfin, au nord-ouest du nord-ouest. Voilà, on y arrive. Alors, si on regarde la différence entre les deux cartes, ce qui n'a pas été facile à mettre en place. Alors, la première carte en haut à gauche, c'est en valeur absolue avec les surfaces en hectares. Et la carte en bas à gauche, elle est en pourcentage. Ces deux cartes donnent des informations qui sont très intéressantes l'une de l'autre. Tout d'abord, en valeur absolue avec les hectares. Les pertes les plus importantes dessinent une sorte de grand arc de cercle depuis la vallée de la Loire jusque sur les pourtours méditerranéens en passant par la vallée de la Garonne. Alors que tout le nord-est, là, bien sûr qu'il y a des pertes, mais elles sont beaucoup moins importantes. On voit aussi des gains qui sont tout à fait substantiels, en Champagne, bien évidemment, et aussi en Bourgogne, dans la région Centre-Val-de-Loire, dans le Vaucluse. Le Cognac est très impressionnant, et sans oublier, bien sûr, les vins de la Gironde, donc du sud-ouest, mais c'est plutôt la Gironde. Quand je regarde maintenant en pourcentage, je constate que c'est vraiment aux limites climatiques, pédoclimatiques, que la disparition a été quasi totale. Donc ça veut dire que quelque part, entre les années 50 et 2021, eh bien, en fait, l'essentiel du vignoble français a perdu, en gros, en latitude, l'équivalent de au moins 100, voire 200 km en latitude, en allant davantage en direction du sud. Mais depuis 2010, c'est en train de regagner, mais d'une manière tout à fait ponctuelle, en direction du nord-ouest. C'est donc deux mouvements contradictoires, mais qui en fait s'expliquent vraiment. Et l'explication finale, c'est quoi? C'est la création des AOC.
Voilà. Donc c'est la surprise de la dernière décennie, hein, renaissance de vignobles dans le nord-ouest, également aussi un petit peu dans le Limousin, en Creuse, alors qu'en Creuse il n'y avait rien en 58, et bien là en Creuse on trouve aussi du vin. Alors maintenant, quand on regarde un petit peu ce qu'il en est de la répartition en quantité de ces cépages, et avec le positionnement des cépages internationaux. Regardez bien, donc en 2021, les 6 cépages internationaux sont bien représentés dans les 8 premiers cépages français. Donc vous avez, finalement, c'est quand même les vins rouges qui dominent. Et avec, avec le Merlot, j'y arrive, et avec le Cabernet Sauvignon, mais le Cabernet Sauvignon n'est pas situé en première position. C'est vraiment le Merlot qui l'emporte. Et le Sauvignon également aussi, qui est présent, mais le Sauvignon est en dernière position, mais c'est aussi un cépage de vin qui donne des vins blancs. Alors, le Chardonnay aussi arrive devant le Pinot Noir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, ces 2 cépages-là, représentatifs de la Bourgogne et de la Champagne, il ne faut pas oublier, sont un signe de notoriété de ces vins, hein, vin blanc et vin rouge. Et notoriété d'abord pour le marché français, mais aussi pour les consommateurs, on pourrait presque dire anglo-saxons, anglais et américains. Et puis, à côté de cela, dans les 15 premiers cépages français, on retrouve le Nid blanc, le Colombard, qui montre l'importance de Cognac et d'Armagnac. On retrouve aussi, pas forcément dans les 15 premiers, mais quand même assez rapidement, des cépages qui montrent l'importance et l'influence de l'Espagne. L'influence italienne, c'est avec le Nid blanc, mais ça, c'est une vieille histoire. Et puis, une petite remarque comme ça en passant, les cépages alsaciens, Riesling, Gewürztraminer, sont en fin de liste. Ça veut dire que là, l'influence, c'est vrai, est germanique, et ce sont des cépages qu'on retrouve assez peu ailleurs en France. Ça n'a pas marché. Peut-être aussi qu'il leur faut certaines conditions pour qu'ils puissent bien s'épanouir. Et puis, il y a toute une tradition qui fait que c'est plutôt dans les pays germaniques que l'on apprécie le Gewürz et le Riesling. Voilà. On note quand même que Chardonnay devant le Pinot Noir. Alors, pourquoi? Parce que regardez là, nous sommes en 1958 et la hiérarchie est complètement bouleversée. D'abord, en tête de gondole, on ne va absolument pas retrouver le Merlot noir, mais le Carignan noir, l'Aramon noir, l'Uni blanc, le Gamay noir à jus blanc. Donc, on est tout à fait dans autre chose. Et d'ailleurs, on ne retrouve que 5 cépages internationaux. Manque à l'appel la Syrah, très très loin dans le classement. Et donc, qui signale quand même un manque de notoriété de ce cépage, un manque de notoriété aussi des vignobles de la vallée du Rhône. Voilà. Le Merle rouge, 9e position. Bon, dans cette France de 1958, au fond, on voit bien que, certes, les cépages internationaux sont présents, mais ce qui est recherché encore dans ces années-là est fruit d'une vieille évolution de quasiment plus d'un demi-siècle, c'est on recherche le quantitatif. Voilà. Le système des AOC n'a pas encore porté tous ses fruits et donc on n'a pas encore bouleversé vers une domination de ces cépages qu'on pourrait dire nobles qui produisent des vins de haute qualité. Et l'encépagement est vraiment à dominante France-Atlantique et méditerranéenne. Voilà. Alors, juste une petite remarque par rapport à tout à l'heure. Le Pinot Noir est devant le Chardonnay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Bourgogne, au départ, c'est vraiment les vins rouges qui sont les plus réputés. Le Chardonnay, beaucoup moins. Et c'est venu vraiment à partir des années 70-80, pas avant. Alors, si je compare les deux, 58 et 2021, regardez en rouge, nous sommes en 1958, en bleu foncé, nous sommes en 2021. J'ai respecté la hiérarchie de 2021, pas celle forcément de 1958. Alors juste, on va aller rapidement à l'essentiel parce que je vois que le temps passe. Vous pouvez constater que le Carignan, le Gamay noir, le Sémillon, le Grenache blanc ont vraiment beaucoup perdu de leur superbe. Le Nid blanc un peu, mais c'est vraiment les 3 premiers que j'ai cités qui ont beaucoup perdu. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'on est beaucoup moins dans des cépages qui, je dirais, sont moins réputés
que les précédents, on va dire ça comme ça, et que surtout par rapport au sémillon, par rapport aussi à la muscadelle qu'on ne voit pas ici, il y a une perte d'influence, de notoriété des vins sucrés. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, les vins sucrés, moi je les aime beaucoup, mais ils ont moins bonne réputation. On a davantage perdu l'habitude de les boire, ou bien en début de repas, ou bien à la fin du repas. Voilà. Par contre, on voit une montée en puissance de certains cépages, et notamment ceux que l'on retrouve par exemple dans les vins effervescents. Voilà. Alors, ça c'était la première partie. On va passer assez rapidement. D'abord, un tableau des cépages avec leur répartition en fonction des 3 grands vignobles, donc Atlantique, Méditerranéen, Nord-Oriental, et juste pour mémoire, ce qui se présente dans le Nord-Ouest. Qu'est-ce qu'on va en retirer ? Tout d'abord, on confirme la hiérarchie déjà énoncée des vignobles méditerranéens, Atlantique et Nord-Est. On constate aussi la particularité des cépages internationaux dans chacun de ces vignobles. Par exemple, Pinot Noir, Chardonnay, quasi-exclusivité dans la France du Nord-Est, on le savait, mais là, c'est vraiment confirmé. Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon de la France Atlantique, c'est quand même relativement important. Et puis la Syrah, qui est présente en France méditerranéenne, d'accord, ça on s'en doutait, mais au départ la Syrah, vous verrez, c'est pas forcément un cépage méditerranéen, et avec aussi d'autres cépages en quantité non négligeable, notamment Merlot et Chardonnay. Tiens, ça se mélange, oui, c'est comme ça. Alors en 1958, même chose, les cépages internationaux par rapport aux 3 grands vignobles. Donc, bien sûr, beaucoup moins. Vignoble nord-oriental, toujours marqué par le chardonnay et le pinot noir. Le vignoble atlantique, 2e position, avec des proportions tout à fait modestes. Merlot, Cabernet Sauvignon, mais c'est très peu. Et vignoble méditerranéen, il n'est quasiment pas internationalisé. La Syrah était très peu présente par rapport aux autres cépages. Voilà. Alors, je mélange les deux. Je fais la distinction. Et qu'est-ce que je vois ? Je constate que, regardez bien la dernière colonne de droite, les plus fortes progressions concernent la Syrah et le Chardonnay. La Syrah, 3 fois rien en 1958. 2021, c'est absolument impressionnant. Un taux de croissance qui dépasse les 4000%. Voilà. Donc vraiment une très grande notoriété. Tout à l'heure, on tâchera d'expliquer. Un engouement pour le vignoble méditerranéen au sens large du terme. Engouement aussi pour le chardonnay, dont on va voir qu'il est largement ubiquiste. Le pinot noir, on est un peu déçu, la plus faible croissance. Alors d'abord très fortement implanté dans sa terre d'élection, Bourgogne et Champagne, et en fait là où il a le plus progressé, c'est en Alsace. Et donc dans un vignoble que je vais qualifier par rapport aux 3 blockbusters que sont la Champagne, Bordeaux et la Bourgogne, dans un vignoble qu'on va dire d'importance secondaire. Voilà. Et puis c'est la dégringolade des hybrides. Et par contre, on retient quand même avec le Merlot, Cabernet Sauvignon, le modèle atlantique dominait déjà en 1958 et il s'affirme en 2021. Alors maintenant, la distribution, cette fois-ci, on y arrive. Et je vais passer dans la série des 6 cépages. Si je manque de temps, Micheline, il ne faudra pas hésiter à me le dire, je veux bien réduire. Alors, le Merlot, en 1958, il est vraiment centré dans le département de la Gironde, un petit peu les départements voisins. Et puis, en 2021, c'est assez étonnant. Alors là, on le retrouve en force dans les pourtours méditerranéens, également un petit peu dans la basse vallée de la Loire. Bien. Et on peut dire que c'est le signe d'une bonification de ces vignobles. Rien au nord-est, ce n'est pas tellement étonnant. Le Merlot, on retient quand même, premier cépage cultivé en France. Et là, c'est aussi vrai dans les chiffres que dans la répartition spatiale. Cabernet Sauvignon, c'est encore plus impressionnant. Il y en avait un petit peu moins quand même que par rapport à 1958, mais c'était davantage centré sur la Gironde et les quelques départements voisins. Il y en avait un petit peu en 1958 dans la vallée de la Loire, dans les Deux-Sèvres, un tout petit peu dans le Var, mais pas grand-chose. Et regardez bien un petit peu la diffusion de ce Cabernet Sauvignon, les pourtours méditerranéens, ça d'accord, mais là où c'est encore le plus
impressionnant, c'est dans la vallée de la Loire et même à partir de la moyenne vallée de la Loire. Voilà. Et puis bien sûr, beaucoup aussi dans les 2 départements des Charentes, ce qui n'était pas le cas ou très peu le cas pour le merlot. En tout cas, beaucoup moins. Également aussi une forte diffusion dans l'ensemble du sud-ouest. Voilà. Donc le Cabernet Sauvignon, il est très très impressionnant dans sa diffusion spatiale, bien plus importante que le merlot. Le Sauvignon blanc, on reste dans les cépages atlantiques. Alors, 58, regardez bien, 2 pôles. Vous avez bien entendu la région Centre-Val de Loire, hein, le Sauvignon, ça c'est très important. Et le deuxième pôle, c'est le sud-ouest, mais centré bien sûr toujours sur la Gironde. Et 2021, alors c'est une diffusion qui est quand même assez impressionnante, mais moins impressionnante dans les pourtours méditerranéens. Par contre, une diffusion très forte dans le sud-ouest, notamment avec le pôle gersois et dans la vallée de la Loire. Là, vraiment, c'est très important. Donc, je conclus sur ces 3 cépages. Une diffusion dans toujours à peu près les mêmes vignobles. Et là, on peut parler d'un modèle atlantique qui se serait diffusé d'une manière intranationale. Voilà, la démonstration est faite. Alors la Syrah, regardez en 58 au départ, la Syrah c'est un cépage qui a été vraiment, dont l'origine est située au sud de Lyon, avec 2 autres cépages originaires de la région. Et disons qu'il s'était un peu diffusé du côté de l'Ardèche et de la Drôme, après assez peu ailleurs. Et par contre, en 2021, regardez bien, la diffusion fait penser un petit peu à celle du Merlot, du Cabernet Sauvignon, et pour partie à celle du Sauvignon tout court. Une Syrah qui s'est beaucoup développée sur les pourtours méditerranéens, qui s'est davantage développée aussi dans le sud-ouest. On la retrouve encore un tout petit peu dans la vallée de la Loire. Là, c'est aussi impressionnant parce que la Syrah, c'est un cépage qui est très tannique, qui donne des arômes qui sont assez prononcés et un cépage aussi qui est capable de se conserver très longtemps. C'est vraiment un cépage de garde pour le coup et ça vous donne d'excellents thym à l'Hermitage et même d'Hermitage tout court. Si vous attendez 15 ans avec un vieil Hermitage, là franchement, c'est un vrai délice. Voilà. Alors, le Chardonnay. Alors, le Chardonnay, en 58, originaire, disais-je, du nord-est, oui, peut-être, mais déjà qui avait tendance un petit peu à se diffuser, par exemple, en Alsace. Et puis, regardez bien, en Centre-Val de Loire, il y en avait un petit peu. Par contre, en 2021, là, c'est très impressionnant. Le cépage chardonnay, c'est celui qui apparaît comme le plus ubiquiste. On le retrouve absolument, non pas partout, mais dans tous les vignobles qui se sont beaucoup développés. En Méditerranée, dans le sud-ouest, en Charente, dans la vallée de la Loire. Là, il n'y a pas de distinction entre le nord-est et le sud-ouest. Non, non, non. Le chardonnay, on le retrouve absolument partout. Il a tendance d'ailleurs à être en assemblage. Je ne dirais pas qu'il bonifie les vins. On le retrouve en tout cas avec l'AOC Valençay, avec l'AOC Cheverny, avec le Sauvignon, et avec l'IGP Côte de Gascogne. Bon, bref, le chardonnay, vraiment, il est présent non pas partout, mais quand même un peu partout. On va dire ça comme ça. Il est très impressionnant. Le Pinot Noir. Alors le Pinot Noir, lui aussi en 58, bon, bien sûr, surtout concentré dans le nord-est, mais un petit peu dispersé, éparpillé dans la vallée de la Loire. Ça descend même jusque dans le Var. Et en 2021, alors il y a une sorte de double mouvement. Regardez bien. D'abord, concentration dans la vallée de la Loire et dans le pourtour méditerranéen, et puis suppression de la dispersion. Donc, ça, au fond, le Pinot Noir se concentre, où ça tout simplement, dans les vignobles qui disposent des AOC, qui sont aptes à le recevoir. On va dire ça comme ça. Alors, le Gamay Noir à jus blanc, là c'est juste, j'ai fait une exception, c'est pas du tout un cépage international. Regardez bien, là aussi, une distribution qui est très impressionnante, en gros, dans un gros tiers de la France, à partir des limites climatiques du Nord.
Et puis ça descend un petit peu, mais pas jusqu'à tout à fait au sud. Et puis à partir de 2021, d'abord il y en a beaucoup moins, mais quand même ensuite on le retrouve beaucoup dans le sud-ouest. C'est assez impressionnant. Et alors également aussi dans la vallée de la Loire. Et oui, il me reste 5 minutes. Ok. Alors, je vais passer. Il apporte un peu plus de fruité et de souplesse et d'acidité au vin qui en manque. Alors, les hybrides, désolé, mais on me fait comprendre qu'on n'a pas le temps. Là aussi, les cépages prohibés, c'est pareil, on n'a pas le temps. Alors, les AOC, eh bien, au fond, si vous regardez bien et si vous comparez, parce que vous avez conservé dans votre tête en mémoire les cépages internationaux, vous les retrouvez en partie dans cette carte des AOC qui montre l'évolution entre 1935 et 2021. Le modèle des cépages internationaux a bien fonctionné en France. Voilà, et donc on le retrouve en partie dans toutes ces AOC distribuées en France. Alors, les cépages internationaux dans les autres pays. Alors, je vais être très 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 rapide. D'abord, regardez bien, on les retrouve en bonne position, ces cépages internationaux, par rapport à, je dirais, à l'encépagement dans le monde. Là, j'avais remis tous les cépages produits dans le monde. Et donc, regardez bien, cette fois-ci, ce n'est pas le Merlot qui arrive en première position, mais c'est le Cabernet Sauvignon. Et en dernière position, c'est le Pinot Noir. Entre les deux, vous retrouvez le Merlot qui est quand même deuxième, et puis les autres cépages internationaux. Là, c'est par pays. Et j'ai fait les distinctions entre 2000 et 2016. J'attire juste votre attention sur les deux premiers pays, Australie et Nouvelle-Zélande, avec un changement. En 2000, c'est l'Australie et en 2016, c'est la Nouvelle-Zélande. Voilà. Quand je regarde le Cabernet Sauvignon, première position, le premier pays en pourcentage, attention, vous avez les chiffres en pourcentage, l'évolution en pourcentage sur la carte, et les valeurs absolues avec les cercles proportionnels et les pourcentages apparaissent sur le graphique. Bien sûr, le premier pays producteur de Cabernet Sauvignon, j'ai dû le marquer quelque part, voilà, c'est la France, mais regardez bien, les États-Unis, la Chine sont quand même en bonne position, et en pourcentage, c'est le Chili. Le Chili est très impressionnant, lui aussi. La place du Merlot, bien sûr, c'est toujours la France, mais il fait un peu moins recette que son voisin. Mais regardez bien, il y a certains pays qui sont assez étonnants, comme par exemple la Bulgarie et aussi la Roumanie. Voilà, désolé, je passe vite. Le cépage Sauvignon, la Nouvelle-Zélande, tiens, la Nouvelle-Zélande, et qui se pointe là en pourcentage, c'est plus de 50% de son cépage, et qui nous renvoie au modèle du Sancerrois. Pourquoi ? Parce que, alors je passe, tant pis pour le Chardonnay, mais je vais directement au Pinot Noir, parce que regardez bien, la Nouvelle-Zélande, on la retrouve aussi encore en bonne position avec le Pinot Noir. Sauf que là, pour le Pinot Noir, c'est comme le Royaume-Uni et la Suisse. Au fond, Royaume-Uni et Suisse présentent sont deux modèles qui sont assez intéressants. Vous avez comme cépage, ils ont deux cépages dominants, le Royaume-Uni et la Suisse. Et vous avez d'une part le Pinot Noir et le Chardonnay, d'autre part le Pinot Noir et le Chasselas pour la Suisse. Voilà. L'influence aussi du film Sideways dans la production, la consommation du Pinot Noir en Amérique du Nord. La Syrah, alors la Syrah, bien sûr, c'est toujours la France, mais il y a quand même des modèles qui sont très importants, et notamment des gens comme Max Schubert, par exemple, qui a visité dans les années 70-80 la France, notamment la vallée du Rhône, et qui est reparti absolument emballé, et qui a fait que la Syrah s'est beaucoup développée en Australie. Conclusion numéro 1. Alors, désolé, ça s'est passé un peu vite, mais si on veut que quand même d'autres puissent s'exprimer, il faut vraiment que j'arrête là. Alors, c'est un modèle, le modèle intranational a très bien fonctionné en France. Je voulais démontrer à la fois dans le temps et dans l'espace. Voilà. Et il s'est diffusé dans la vallée de la Loire et sur les pourtours méditerranéens. Et d'une manière un peu plus ponctuelle dans le sud-ouest. Voilà. On voit donc en fait plusieurs modèles. Le modèle atlantique, c'est le modèle bordelais, le modèle bourguignon et champenois, qui est toujours présent, le modèle méditerranéen et aussi le modèle sancerrois, que j'ai abordé avec le Pinot Noir et avec le Sauvignon. Ces modèles, on les revoit aussi beaucoup développés à l'international. Et du coup, deuxième conclusion,
Ces modèles, au fond, ce n'est pas seulement des cépages qui se sont diffusés, c'est tout un modèle français, par l'intermédiaire des écoles de viticulture, par les diplômes œnologiques, un modèle qui s'est développé dans le temps grâce à la crise phylloxérique, qui dans le temps va devoir repenser son modèle à cause des risques du réchauffement global, les sécheresses à répétition, à cause aussi de la demande sociétale en quête d'un environnement plus sain.